Donc voilà, merci à tous d'être venus. Donc c'est pour cette conférence, donc avec nos deux invités du jour. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements comme on sait seulement les faire uniquement à Toulouse, même si on est à Portet, je sais, arrêtez de m'embêter avec ça. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour nos invités Giulio Brizzi et Sylvester McCoy. Okay, I'll stay. That will be a bit of overkill in terms of protection. Gosh, it reminds me of something. Here we go. B. Donc vous connaissez le principe qui est relativement simple, ces deux messieurs donc parlent anglais, vous posez des questions en français, je traduis, etc. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses rigolotes. Bon, ils sont où les courageux? Merci messieurs. Allez-y, je vous écoute. Alors, une question pour Sylvester McCoy. Docteur Who et toute la saga du Hobbit, lequel a été le plus difficile à jouer? This question is for you. Between Doctor Who and the character of Radagast in The Hobbit, which one of those two characters was the most challenging? Well, both really. When I did it, the Doctor Who all those years before the Radagast, it was very challenging. But I mean, in a wonderful way. I didn't realise when I got the part of Doctor Who that it was such an astonishing television role to play, and you could mine it. You could, for all sorts of things. He could be grumpy, bad-tempered, happy, nice, mysterious, various. And Radagast, it was having the birds come in and shit on my head. Les deux en fait ont été un challenge chacun à leur manière. Doctor Who, il y a le fait d'avoir la chance de jouer ce personnage, parce que le fait de jouer un personnage comme Doctor Who qui passe par absolument tout, on a la chance de jouer un personnage qui peut être de mauvaise humeur, de bonne humeur, qui peut être mystérieux, qui peut être complètement exubérant. C'est un personnage qui a tellement de facettes qu'arriver à trouver cet équilibre entre tous pour créer un Doctor Who, son Doctor Who, c'est très particulier. Radagast, ça a été un challenge complètement différent de par la taille du projet, et puis bon, comment dire, se faire dessus par un oiseau sur tournage, ça n'arrive pas dans tous les films. Donc c'était un challenge en soi. Ensuite, monsieur, vous avez une question. Un bon souvenir qu'ils ont sur un des tournages, une bonne anecdote, quelque chose comme ça. Do you have like a fond memory of a particular day on set? I'm guessing from any show. I'm guessing Doctor Who, Radagast, and Chrome. That's why. Fond memory. I've spoken, you speak. Okay. Okay, my turn. A particularly fond memory. Well, there has been one day, so this is a quite interesting story. The first season, as you know, in the 6th episode, there's one day when we wake up and suddenly everything's white all around. And there's like snow all over the place. And the funny story behind this is that there never was planned to be snow in the first season. We actually had to deal with this massive problem because it wasn't written in the story, and suddenly, I mean, we were up there in the north of Italy, and you know, weather conditions. It's up in the mountains, so it can snow every day. So it was mid-November, and it suddenly started to snow, crazy high snow and thick like tennis balls. And we were just shooting. We weren't shooting timeline-wise, so we had some stuff done of the first, the second, the fourth, the fifth episode, and some stuff was still missing. And suddenly we had to deal with the snow. So there was
this day where that actually happened. We were shooting and it just suddenly started to snow, and it was crazy because on that day, like, we had to stop shooting and we had to go back to the hotel. And the next day when we woke up, I got out of my hotel room and everything was just purely white, and it was just beautiful up there in the. And they managed to make it work in the story. And they managed to make it work in the story. Luckily, they found this spot where we leave the cabin, and I don't know how they did it because it was really smart and a tough challenge to make it work with the other scenes, but it was a great fit, and it turned out even to be better with the snow in the end. En fait, pour ceux qui ont vu donc, la première saison de Couronne, que personnellement je vous conseille, foncez dessus, elle est vraiment magnifique. Dans l'épisode 6, en fait, il y a un moment où en fait, donc, les personnages principaux donc, doivent se cacher dans un refuge et ils se réveillent le matin, et en fait la forêt est juste couverte de neige blanche. Ça n'était absolument pas scripté. C'est pas de la fausse neige, ils n'ont pas attendu des mois pour que la neige tombe, c'est juste que ça n'était pas du tout prévu. Logiquement, la neige ne devait absolument pas être là. C'est juste que d'un coup, ils étaient, donc ça se tournait au mois de novembre de l'année de 2019. Et en fait, à ce moment-là, donc, parce que ça se tournait dans le nord de l'Italie, et ils sont tous réveillés le matin, voilà, en sortant de la chambre d'hôtel, la ville, enfin toute la région était complètement couverte d'une épaisse, d'une couche de neige absolument phénoménale. Et en fait, ce sont les scénaristes qui ont dû se débrouiller, j'ai dit, ok, comment est-ce qu'on se débrouille pour caler ça dans l'histoire? Et en fait, ils ont réussi à travailler ça comme une progression, comme le fait de se rapprocher d'un objectif. Pour ceux qui, bon, il y en a qui jouent aux jeux vidéo, j'imagine. Il y a toujours quelque chose qui devient pire au fur et à mesure qu'on se rapproche du boss. Donc là, ils ont un peu travaillé sur le même principe. Et voilà, ils ont réussi à travailler ça dans l'histoire de manière très intelligente, mais alors qu'en fait, voilà, toute l'équipe a dû travailler avec des intempéries qui n'étaient pas du tout prévues à la base. Yeah, well, funny enough, something similar happened when I was filming. It was called The Curse of Fenric. And in one day, we had everything. We had gales, we had rain, we had sun, we had snow. And every time you opened the door, it was a different weather going outside. And so what we did was, we said that the evil spirit that I was battling out there had caused this weather change. So that's how we got around it. You know, we actually wrote it into the script. You know, it was not meant to be there. Anyway. It's always easy to blame it on evil spirits. Yeah. Alors, il se trouve qu'en fait, voilà, M. McCoy a vécu la même situation, sauf que là, c'est plus compliqué dans le sens où dans la même journée, ils ont eu absolument tout. Vent, grêle, pluie, neige, soleil. Donc les scénaristes étaient complètement largués, les pauvres, et en fait, ils ont eu l'astuce toute simple de dire, bon, on va dire que c'est les méchants. Voilà, c'est l'esprit démoniaque contre lequel le docteur devait se battre dans cet épisode-là. Je dirais, bon, on va dire que c'est eux qui foutent le bordel au niveau de la météo. Et il se trouve que ça, dans l'univers de Taureau, ça passe tout simplement. Donc des fois, voilà, il faut arriver à travailler avec la météo et enfin, vraiment faire avec. Ensuite, nous avons un monsieur. Vous sentez-vous une voix de baryton? Pour McCoy, qu'est-ce qu'il pense de la longévité de la série, Doctor Who, et comment il trouve l'évolution de la série? This one's for you, Mr. McCoy. What is your take on the longevity of Doctor Who? What makes it last so long? And Yes, I have a theory. They say that there are 7 stories under the sun, right? And mankind's genius is to reinterpret those 7 stories and tell them and continuously make them interesting. And one of those stories is about someone from outside the world coming down, taking on the form of a human being and battling against evil. And that's what Doctor Who does. But that's one of the favourite 7 stories. That's what Christianity was about. That's what religions before Christianity had the same story. I mean, there's an Egyptian one, 1,000 years before, it was exactly the same story. I mean, every religion borrows or steals from another religion. But that's that story and we love it. And that's why, I think that's it really. Basically, it's a story we love to hear. En fait, il y a une théorie qui commence à dater, mais qui est toujours aussi juste, qui est en fait, dans tout le principe d'écriture, il n'y a que 7 formats d'histoire particuliers. Faites une recherche dessus, c'est très très intéressant. Et l'une d'entre elles est le principe tout simple, et vous pouvez étendre ce principe de cette histoire-là à énormément de licences, énormément de livres et d'histoires,
qui est un être venu d'ailleurs, vient sur Terre, prend la forme d'un être humain et combat le mal. C'est une histoire, un format d'histoire qu'on peut étendre à pratiquement toutes les religions, le principe de Jésus, voilà, c'est Superman, voilà, il y a énormément d'histoires, ça a été repris. Et au final, Doctor Who fonctionne sur ce principe-là. Cet être venu d'ailleurs qui prend une forme humaine, ou qui a une forme humaine, et qui du coup décide de lutter contre le mal, de protéger l'humanité, parfois d'elle-même, parfois des autres. Et en fait, de son point de vue, la raison pour laquelle Doctor Who fonctionne depuis autant d'années, c'est qu'en fait, c'est sans doute une des histoires les plus qu'on aime le plus, qu'on a le plus de plaisir à entendre. Et le fait de aussi bien la traiter, de ne jamais, d'une certaine manière, sortir du cadre de cette histoire-là, et de se concentrer et la travailler aussi bien, c'est sans doute ce qui fait que la Doctor Who a autant de succès et continue encore aujourd'hui de fonctionner. Ensuite, Mr. J. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le docteur est devenu une femme? This one was bound to come up. What is your take on the fact that the Doctor became a woman? Well, I never thought in my life that I would fancy a Doctor Who. Il n'aurait jamais imaginé un seul jour dans sa vie qu'il serait attiré physiquement par le Docteur. Et pourtant. I think it's great. I mean, yeah. I mean, when they announced it, before it happened, I was dubious and thought, I don't know if it'll work. But as soon as she took over, after the first 10 minutes, she was the Doctor. Partly because they kept calling her the Doctor. And it worked, really. No, I think it's good. Yeah. I mean, now I hope, the next one will most likely be, a black actor or Indian or, something, I loved Christopher Eccleston because he was the first really working class, actor. He came from Manchester, talk like that, and I'm a doctor, right? And nobody's going to argue with me, are they? So it's a strong accent. So I like that, and I hope it will carry on changing, being revolutionary in that way. De cette manière, il était un peu dubitatif au début. Voilà, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que le public va adhérer à ce personnage, à cette approche? Mais dès les 10 premières minutes, il était déjà conquis. Bon, d'une part le fait, dès les 10 premières minutes, elle était déjà le Docteur. Bon, d'une parce que tout le monde n'arrêtait pas d'appeler le Docteur, ce qui aide, on va pas se mentir. Mais au final, voilà, non, ça fonctionne très bien, elle est très très bien dans le rôle. Après, de savoir si est-ce qu'un acteur noir ou d'origine indienne, voilà, par rapport toujours britannique, il y avait une très très forte communauté en Grande-Bretagne. Voilà, de voir si ça fonctionnerait, je pense que tant que le cœur du Docteur est respecté, ce sera toujours là. Après, personnellement, il était plus fan d'Eccleston, donc le 9e, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi. Merci, je vois d'autres qui me disent oui, donc c'est bon. Voilà, parce que c'était un des premiers docteurs qui venait de la classe ouvrière. Donc il y avait un côté plus rugueux dans son accent, dans sa manière de parler, sa manière de s'imposer, qui était complètement différent de tous les docteurs qui avaient pu apparaître avant. Et c'était une excellente renaissance, une de plus. Voilà, pour le Docteur, cette nouvelle peau, c'était quelque chose de particulier. Et après, voilà, il est très très content que Jodie Whittaker puisse s'attaquer au personnage. Did I say all of that? Mostly. So I believe you love Jodie Whittaker. You like her? I like her. Well, yeah. I think I gave that indication in the first answer. A priori, oui, tiens, pour répondre à votre question, est-ce qu'il aime Jodie Whittaker? La première réponse était assez claire. Pas de grosse ambiguïté là-dessus. Merci. Pleasure. Ensuite, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Que pense-t-il de la nouvelle franchise Le Seigneur des Anneaux par Amazon? Do you have any thoughts on the new Lord of the Rings series that's coming on Amazon? Well, yes. I wish I was in it. Il aimerait bien dedans. We would like to see you in it. Yes, but I mean, they never do that really. They never take you from one company, movie into another. Very rarely. So I don't think I have been asked to be in it. So obviously I'm not in it. Oui, il n'a pas demandé à être dedans, donc It's like us. On this, I have a question regarding Doctor Who and Lord of the Rings, and Quran actually.
Doctor Who is a very benevolent character, and the show has always had this image. Do you think that the fan base resembles the character itself? Est-ce que la question est, le Docteur a toujours été un personnage très très bienveillant, et la communauté Doctor Who a toujours été très bienveillante à sa manière. Du coup, est-ce que, de leur point de vue, les fans ressemblent aux personnages qu'ils aiment? That's a very dangerous question for me to answer. I mean, look at it, that's the fan base there. I mean, if I give the wrong answer, they might not turn out to be gentle, nice people like the Doctor. They might not like the answer, and they could turn out to be like the Master. True. Il préfère ne pas répondre à la question pour la bonne et simple raison que si jamais vous n'aimez pas la réponse, vous pourriez plus virer du côté maître en fait que du côté docteur. Donc à choisir, il préfère ne pas. Does the fan base usually resembles the show fans? From the fans you met? Yeah, sure. Well, the fans I met were all pretty nice to me, so it's not an easy question. I'd say. I mean, fans must have some fantasy that drags them towards specific genres and specific realities. So it could be. I hope that there are no doubles between my fans and that I won't meet any of them. Donc, vu l'univers de Couronne, il espère que dans ses fans, parce qu'il a rencontré des fans absolument adorables, il espère qu'il n'y a pas de fantômes de chacun d'entre eux qui vont venir pour essayer de le tuer ou quoi que ce soit. Donc, oui, d'une certaine manière, il pense que oui, mais ça c'est une question qui est assez vague. Pour l'instant, des fans qu'il a rencontrés sont adorables. On espère juste qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent derrière, qui seront moins gentils que eux. Ensuite, monsieur. Justement, à propos des fans, je voulais savoir s'il avait un avis sur le fait que les dernières saisons nous disent autant, et si lui a dû affaire à la négativité à son époque. Par rapport à Doctor Who, j'imagine. This one's for you, Sylvester. Regarding Doctor Who, the last seasons have been very. There's been quite a split in the fan base regarding if it was good or not. Did you have any backlash when you took on the part? Yes, yes, I did. When I took over, I had no real knowledge of Doctor Who because in those days it was shown once on a Saturday evening, early evening, and that was it. It was never repeated. There was no means of recording it, and I was by then an actor in the theatre, and on Saturdays you had 2 shows, so I never saw Doctor Who for years. So when I got the job, I was kind of innocent really, and as luck would have it, the script editor, he was Canadian, and he hadn't a great knowledge of Doctor Who either then, because it hadn't really travelled much. It was creeping into America, but not other kind of countries very much. So we were completely ignorant about the baggage, the back, the history, and so we just interpreted it as we saw it from our ignorant standpoint, which I think was a blessing, because we turned it from being, one of the producers later told me, we turned it from being a cartoon-like story, you know, that's not a negative, but very good, into something more rounded and deeper, because we brought in a darker side. I wanted to bring back the mystery of the Doctor. By 25 years, when I was in it, everybody knew too much about the Doctor, and I wanted to make him mysterious and dangerous, and so we could do all that. But a lot of fans, not a lot, a small but very vocal bunch of fans did not like that, because their Doctor was the one before, you know. And so that's, I think that happens with every actor that takes over Doctor Who. They have to woo the fans anew. Actually, that's quite a good sentence. Woo the fans anew. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, à l'époque, il attaquait, commençait la production, et donc interpréter le rôle de Doctor Who sans vraiment en savoir beaucoup. À l'époque, Doctor Who était diffusé donc, dans le courant du samedi après-midi, c'était une représentation donc, à la télévision, et c'était tout, il n'y avait pas de rediffusion, il n'y avait pas de moyen d'enregistrement à l'époque. Donc, lui étant à l'époque un acteur de théâtre, au moment où ça passait à la télé, lui était sur scène, ou en train de répéter, ou en train de jouer. Donc,
il a attaqué le personnage avec un côté très innocent, surtout un œil complètement neuf. Le scénariste qui s'occupait de cette saison-là était canadien, parce que ça avait commencé un petit peu à s'implanter aux États-Unis et dans le nord des États-Unis, mais du coup il n'est pas britannique, du coup tout le background qu'il y avait les saisons d'avant n'a pas pu être utilisé par cette équipe-là qui du coup a traité le Docteur avec un œil complètement neuf. Et en fait, des années après, le producteur de la série, donc avait expliqué à M. McCoy le fait qu'au final, ils ont attaqué avec un œil complètement frais, un œil complètement nouveau, qui a fait changer la série d'un côté très cartoonesque, en aucun cas de point de vue négatif, mais d'un côté très cartoonesque à un côté plus adulte, plus sombre, avec une écriture vraiment différente qui, évidemment, n'a pas plu à certains fans qui étaient vraiment ancrés dans ce que la série était avant, ce qui fait que c'est un peu le même problème que tous les nouveaux acteurs, tous les nouveaux producteurs, toutes les nouvelles équipes qui vont s'attaquer à Doctor Who doivent faire face, à savoir les gens qui ont pris d'une certaine manière en affection ce Docteur, cette histoire, cette trame, cette manière de traiter le problème pour être traité différemment. Et au final, chaque acteur se doit de séduire le fan à sa manière, de manière à arriver à lui convaincre que le Docteur c'est toujours le Docteur et que l'essentiel est toujours là. I couldn't really translate the who, the fans, so I did my best, but didn't take it. Yes, I got a bigger laugh than you. Ensuite, alors, nous allons commencer par le monsieur et ensuite nous allons sur le monsieur au t-shirt jaune. Ne bougez pas. Pour Sylvester McCoy, quels ont été les épisodes dans lesquels il a préféré jouer autant dans la série, dans ces 3 saisons, que dans Big Finish? Que chez Big Finish, compagnie d'audio, dans lesquels il reprend souvent son rôle. What were the episodes that really stuck with you from your run on the Doctor Who? And how did it feel to come back? Well, I think the one that I really am very proud of is the Remembrance of the Daleks, because I really felt I was the true Doctor. You're not really a true Doctor until you take on the Daleks. So that was good. But also, when I saw Doctor Who way back in the 60s, there was something subversive about it then. I remember that, and then I've no idea if it carried on. But so when I took over, and with Andrew Cartmel, the script editor, we agreed that we wanted to be subversive again. So one of the stories was, in a sense, a satire on Margaret Thatcher, Happiness Patrol. There was one about buildings, cannibalism, ladies eating Bonnie Langford. Have you seen Bonnie Langford? It's like ladies eating frog's legs. No, she's so skinny. Anyway, they were trying to eat Bonnie Langford. And then the Daleks, that was about race, because there were race problems in Britain at the time, and we wanted to, confront that. And there's some beautiful lines about, slavery in it. But it wasn't in your face, it was just there. And if you were wise enough to know it, you'd see it, and if you weren't, it didn't really matter. En fait, ce qu'il a beaucoup aimé dans la série, c'est le fait que dans les années 60, Doctor Who avait un côté très subversif, qui était évidemment très ancré dans l'écriture, c'était pas du tout quelque chose de trop explicite. Et en fait, voilà, lorsqu'ils ont attaqué la nouvelle saison, il a voulu rapporter cet élément subversif dans Doctor Who. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'éléments, des reprises, des critiques de la politique de Margaret Thatcher à l'époque. Il y a eu des gros problèmes d'origine, d'un point de vue ethnique entre les communautés à l'époque. Donc tout ça, ils ont pu rapporter ce côté subversif dans Doctor Who. Mais l'élément qu'il a pu s'aimer, c'est quand même qu'il a enfin pu affronter les Daleks. Parce que de son point de vue, le fait d'affronter les Daleks, c'est un rite de passage. Et on n'est pas vraiment le Docteur tant qu'on n'a pas affronté enfin son premier Dalek. Donc voilà, il y avait ce côté qui était vraiment super. C'est vraiment ça qui l'a marqué. Ça, et le fait de pouvoir rapporter ce côté critique, politique, de manière discrète, vraiment dans l'écriture, pour rendre le show, la série plus subversive, plus je dirais agressif, mais c'est pas le cas. Ne pas hésiter à se servir de ce média pour apporter une critique constructive et de parler de ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Would it be possible to open some doors? There's no air conditioning in here, I see.
and it would be good if we could get some air to flow through, because otherwise it gets rather dangerous. I mean, the side door's there, and that door there that you're at, Miss Lady from the press. What are you? Could you open the door, get some air? Yeah, and down there, that big door there. Let it breathe. That big. Hein? Oui, essaye d'ouvrir la porte, ça te fait un mieux. See there. Le courant d'air sera super. You can. Also, it helps people to want to escape. And so that door there. He's just using his bag in order to keep it open. Thank you, Mr. Joker. Thank you, Joe. Just get. You're welcome, doctor. Merci buckets. Je voulais savoir comment il a atterri sur un film comme Le Hobbit. Et il y avait une rumeur comme quoi Peter Jackson est un grand fan de Doctor Who et qui rêvait de réaliser un épisode ou quelques-uns de la série. Est-ce qu'il peut nous confirmer ça? This one is one part for Mr. McCoy, the other one is for the both of you. There were rumors that Peter Jackson was a big fan of Doctor Who, and he was hoping, well, at least dreaming, that one day he could direct some episodes of the show. Did you do you know anything about that? Yes, well, the bizarre thing was I worked for him for 3 years, and I'd heard rumours, but never anything solid. And then on the very last day of filming, he made this lovely speech about working with me. He gave me my staff, as you know, that I've got as a present, and he gave me my seat with my name on, you know, all that stuff. And he gave me some wine from Bilbo Baggins's wine cellar. And he made a lovely speech. And then at the end he said, you know, Sylvester, it was really nice working with you. He said, but what was great was I got to work with Doctor Who! 3 years! He waited to do that. He was very wise, because if he'd have done that at the beginning, then I would have gone, he would have said, would you go over there? I said, no, I'm Doctor Who, you know. I don't think I should do that. But he never did that, he's a wise man. Alors, effectivement, Peter Jackson a été un énorme fan de Doctor Who. Il a entendu parler des rumeurs du fait qu'il aurait aimé réciter des épisodes. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que à la fin du tournage, donc il lui a fait don du bâton de Radagast, de différents éléments. Il a fait don de sa chaise de tournage avec son nom dessus. Quelques petites bouteilles de vin aussi de la réserve privée de Monsieur Baggins. Et donc voilà, merci Sylvester, c'était génial de travailler avec vous, etc. Par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai enfin pu bosser avec Doctor Who. Et ce qui est très intelligent, c'est qu'il avait ça à la fin du tournage. Il s'est dit que s'il faisait ça au début, Monsieur McCoy aurait pu dire je suis pas sûr que la scène soit vraiment dans ce que je devrais faire, oui, parce que je suis le docteur. Donc voilà, il a été intelligent, il a attendu la fin, soit tout était terminé pour être enfin lâché le fat boy qu'il avait en lui. The other part of the question, this one is for the both of you. How did you end up in such a project as The Hobbit and Quran? Well, I actually was in Rome. It was last summer, and I was just starting to enjoy the summer break. And one day, a friend of mine who lives in Berlin and who did some acting classes with me together, he just sends me a message in the morning, and he's like, "Oh, I just saw this casting online, and you should try it because the requisites are perfect for you." So I was like, "Oh, cool, that's cool." But that day I was busy, so didn't have a chance to look it up. When I got home on that same day, another friend of mine actually sent me the same message. It was like the exactly same message, but it was another person. And it was a woman, and she told me the same message, that I should try and do that casting. And I thought, that's strange. That's strange. So what I do, I open up the listening and the listing, and on the next day I just go for a self-tape, about me self-tape, and I just was myself for 40 seconds in a very crazy and odd way. I don't know if anyone's ever going to see that video, but apparently the production company really liked it, and that's how the casting started.
which was a really long process because I had to do several steps and prove myself to be up for the challenge and to show how passionate I am about it. And I spent the summer doing that, and at the end of the summer I got the part, and I was freaking happy. Alors son arrivée dans le rôle était très particulière parce qu'en fait c'était donc l'été dernier, donc l'été 2019, il profitait de l'été comme tout jeune Romain peut profiter de l'été. Et en fait un de ses amis avec lequel il avait pris des cours de comédie, donc des cours d'acting à Berlin, il envoie un message, mec, j'ai vu cet appel au casting sur tel site, c'est exactement pour toi. Sauf que ce jour-là il était occupé, donc moi, je verrai plus tard si je peux, donc il n'a pas eu l'occasion. Le lendemain matin, un autre de ses contacts lui envoie littéralement exactement la même annonce avec le même texte, en mode il faut vraiment que tu vois ça. Donc là, il a commencé à se dire, attends, où c'est les astres qui s'alignent, où je suis en train de louper quelque chose. Donc du coup, dans la foulée, il a vérifié donc le truc, il a envoyé une bande démo où il a été lui-même d'une manière très bizarre, c'est même lui ne se reconnaissait pas sur la bande, en espérant de cette manière que personne ne tombe vraiment dessus un jour. C'est le genre de truc qu'on ne veut pas que ça finisse sur YouTube. Toujours est-il que ça a plu à la production. Et il a été, non pas sélectionné de suite, mais il a pu enfin rentrer dans le processus de casting qui a été très très long sur des mois et des mois, pour qu'il ait enfin, qu'il ait pu prouver qu'il avait ce qu'il fallait pour prendre le rôle et être à la hauteur du challenge. Parce que l'air de rien, le tournage a été particulier et éprouvant, notamment de par les conditions climatiques. Alors, la neige, c'était pas prévu. Le froid et le machin, les montagnes, ça par contre, ça l'était. Donc voilà, c'était un processus particulier. Mais c'est surtout les astres qui se sont accordés. Il y a apparemment deux potes qui étaient parfaitement d'accord sur le fait qu'il était bon pour le rôle. How did you end up? Well, the Hobbit, yeah. 12 years before, I was up for Bilbo Baggins and Lord of the Rings, and I did a screen test, and there was about at the beginning of the year a dozen, and then they whittled it down, and they kept phoning up my agent and said, look, well, we're still interested in him, we're still interested, and then we got down to two, myself and someone else who I didn't know who it was. Ian Holm. Ian Holm. Yeah, yes, no, I know who it was now, but I don't know who it was then. But thank you anyway. I'm very bad at remembering names, yes. So anyway, I had no idea who it was, but then suddenly he got it, and therefore I found out it was Ian Holm. I was sad, because they kept over a year, looked, it's getting close. But I was sad not to get it, but at the same time, I was rather pleased to be in his company, Ian Holm's company. Do you know what I mean? I was like, wow, they think I'm nearly as good as Ian Holm? Woohoo! But then, so that was the beginning of my route to Radagast Brown, because 12 years later, I was touring the world with Ian McKellen. He was King Lear, and I was the fool to his Lear, which is like a double act. And we travelled the world, and we went to New Zealand, and Mr. Jackson came along with his family, and they saw us working together, and I think he thought those two worked together, and that was another reason why I got it. Yeah, so that was quite good, really. It took me 12 years before I got a bloody job from him, but I got the job. Alors en fait, 12 ans avant Le Hobbit, donc M. McCoy avait postulé à la base pour le casting pour avoir le rôle donc, de Bilbo Baggins. Et le truc c'est qu'il est allé loin dans le process de casting jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux. Donc à chaque fois on disait non mais on est toujours intéressé par vous, il est juste vous et un autre. Sauf que voilà, comme monsieur l'a dit, c'était Ian Holm, sauf que ça c'est une information qu'il n'avait pas à l'époque. Ce qu'il fait c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec lui finaliste pour le rôle. Donc au final quand ils ont fini par décider Ian Holm, donc il enfin dit non, donc il dit ah non ça va en fait. Dans le sens, il était triste de ne pas avoir le rôle, mais de se rendre compte qu'au final dans le casting, il s'est retrouvé au même niveau qu'un acteur de la qualité de Ian Holm. Ah non ça va, non, ça reste un compliment. Je préfère avoir le rôle, mais ça reste un compliment. Et en fait, 12 ans plus tard, il faisait donc une tournée de théâtrale avec Ian McKellen, donc pour la pièce qui est le King Lear. Donc il voyageait un peu partout, notamment donc en Nouvelle-Zélande, et Peter Jackson en a profité pour venir voir la pièce avec sa famille, pour faire plaisir, je pense, à Ian McKellen, pour plus aller voir un pote. Et voyant donc Ian McKellen et M. McCoy sur scène avec cette alchimie qu'ils ont eue, c'est à partir de là que Peter Jackson s'est rendu compte que cette alchimie, il fallait cette alchimie-là pour la relation entre Gandalf et Radagast. Et à partir de là, donc ça lui aura pris 12 ans à avoir le rôle, mais il l'a eu. Ensuite, alors nous avons le temps pour
2 questions. Bah, écoutez, je pense que ça devrait être très bien. Commençons. Je vous écoute. Encore une question pour M. McCoy, encore pour Dr. Wu. Si je me souviens bien, Colin Baker avait été viré, il n'a pas pu continuer sa scène de régénération. Donc, 2 petites questions. Premièrement, est-ce que c'était McCoy dans une perruque lors de la scène de régénération? Et comment ça s'est passé les premiers jours de tournage pour appréhender ce rôle du docteur? There's a story about the fact that Colin Baker didn't get to shoot his regeneration scene. So the question is, the regeneration of the Doctor at the beginning of your season, was it you with a wig? Yes. Yes, what happened was that Colin fell out with the BBC for some reason. I have no knowledge of this, but he didn't turn up on the day of regeneration. So Colin, who's a big fellow, really big, something now even bigger that way. Anyway, put it that way. Anyway, so they put me in his costume. They lost me for 3 days. Eventually when they found me, they put a wig on, curly wig. I looked like Harpo Marx. And that was it really. So I'm the only actor who's played 2 doctors. So I've regenerated from me into me. Alors oui, la rumeur est vraie, c'est effectivement lui. Alors, sachant que, en fait, Colin Baker n'est pas venu sur le plateau le jour où il devait tourner sa régénération. Voilà, je n'ai pas d'explication pourquoi. Lorsqu'il a été viré, et on lui a dit ah non mais il faut que tu filmes ta scène de régénération, et il a dit non. D'accord, donc a priori c'est juste du moment où on l'a viré, mais écoutez, la régénération vous les mettons je pense. Apparently, since it was fired, he said, well, screw the regeneration scene. And apparently when Colin was fired, he said, well, screw the regeneration scene, we just have to do it yourself. So that's why he didn't show up. Well, yeah, yes, no, I eventually discovered that later, yeah. Et en fait, ce qui s'est passé, donc voilà, ils ont dû du coup mettre le costume de Colin Baker donc à M. McCoy, qui est à peu près entre 5 et 6 tailles trop grande. Donc il a dû s'y paumer pendant au moins 3 jours dans le costume. Et au final, voilà, ça reste, du coup, M. McCoy reste quand même le seul acteur à avoir joué 2 docteurs. Alors une régénération de lui à lui. Et... je voulais demander à M. McCoy d'où est venue l'idée de The Five-ish Doctor Reboot. Est-ce que c'est Peter Davison qui l'a demandé aux anciens docteurs, ou est-ce que c'est les 3 qui se sont rassemblés et qui ont fait le film pour les 50 ans? Alors, remettez-moi juste le début de la question. C'est de qui est venue l'idée de The Five-ish Doctors Reboot? Est-ce que ça vient de Peter Davison, ou est-ce que ce sont les 3 qui se sont réunis et qui ont fait le mini-film? Who came up with the idea of the Five-ish Doctor reboot? I think it was Peter Davidson, Doctor Who number 5. Yes, we 5, 6, and 7, and 8. We were touring Australia, and at the beginning of the 50th anniversary year, we realised we were not going to be in it properly. So we decided to make our own film. And it kind of it was more amateurish to begin with. But then word spread around the Doctor Who world, universe, and beyond, that we were doing this. So other famous actors said, can we be in it? And Peter Jackson. And no, then Peter Davidson asked me to ask Peter Jackson if he would do it. And so I went to Peter Jackson and said, will you be in it? And he said, yeah, he'd love to. I'm not sure, Ian McKellen. Yes, I know he was in it, I've worked with him. Anyway, Ian McKellen, I'm not sure he had volunteered to doing it. I think Peter Jackson just went with a camera and went to Ian and said, Sylvester McCoy has gone away, you'll have to do his lines. And Ian McKellen said, Sylvester who? He'd been working with him for 2 years, but anyway, so that Ian got him, and he also said, oh, I'll do his lines, I'll do them much better. So, yeah, it's, I've run out of words, it's just so hot. Have I answered your question? I've no idea. Yeah. Have I? Yeah. Alors le projet en fait, oui, c'était
c'était un projet relativement commun. À partir du moment où ils se sont rendus compte qu'ils ne seraient pas dans le film, ils se sont dit, bah, on va faire un autre, hein, on n'est pas à ça près. Donc ça commençait bien très amateur à la base, c'était très amateurisme. Mais au final, lorsque ça a commencé à se savoir donc, dans la sphère Doctor Who que ce projet a avancé et commençait à devenir de plus en plus réel, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Peter Davidson a demandé à M. McCoy s'il pouvait demander à Peter Jackson de participer au projet, et il a dit ouais, pas de problème, t'inquiète pas. Ian McKellen au final donc, a participé, mais de son point de vue, il n'a pas vraiment été volontaire. C'est plus, il est venu sur le plateau, on a envoyé les caméras et puis bon, on va dire que ça passe. Donc voilà, c'était un projet très particulier, mais qui est parti juste d'un délire de se dire on va faire le nôtre, et qui est devenu le projet Lincoln. If you allow me, gentlemen, one last question. If there was one, is there a character, be it of Radagast or Doctor Who or Julio, is there a character trait that stuck with you from the character? Is there something that you brought to the character from you? In Italian, you'd call it audacia, and it means it's a mixture of persistence, courage, and facing everything with like that. I have it in my life for sure, but surely this experience made it even come out more because it's a beautiful thing and it's the way on how to go on life. Ma question était s'il y avait quelque chose en fait, qu'il y avait des personnages qu'ils ont pu interpréter qu'ils avaient retenu, qui étaient restés comme imprégnés en eux de ce qu'ils avaient pu apprendre. De son point de vue, voilà, il a toujours les arts martiaux, ce qu'il avait pu apprendre au fur et à mesure de sa vie. Le personnage de Julio lui a appris la persévérance, la force. Ce qu'il a dû chercher en fait pour apporter ce personnage, pour apporter cette force à ce personnage, il a finalement presque plus appris pour lui que pour le personnage. So could you ask that question again? You asked. Is there something that you brought to either Doctor Who or Radagast that stuck with you and kept being a part of yourself? Well, I suppose everything really. Because I created Radagast. I mean, the costume, the makeup and all that, but the character was not written in the book. Peter said, stand there, do that bit. So I brought whatever it was he wanted and he was happy with it. Or perhaps he thought, no, that's too much, whatever. It was the same with Doctor Who. As I said very early on, having had no knowledge of the history of Doctor Who, I just brought my interpretation to it. So it's the other way around really. I think Doctor Who now, they do darker stories, they do more mystery, and so that was my gift to it. En fait, lui, ça a été complètement l'inverse. Que ce soit Radagast et Doctor Who, l'expérience a été assez similaire, dans le sens Radagast n'étant pas écrit dans le livre, il a pu construire le personnage. Comme il le disait, Peter Jackson disait, vous mettez là et vous faites votre texte. Donc, et selon l'intensité à laquelle il partage, on va peut-être se redescendre un petit peu, là c'est un petit peu dommage, je peux remonter. Donc il a pu créer le personnage sans aucune entrave d'être tenu par le texte ou par beaucoup de choses, si ce n'est les directions des réalisateurs. Et comme il l'a expliqué, Doctor Who, l'équipe étant complètement nouvelle et partant sur un nouveau Doctor Who avec une approche complètement différente, pareil, il n'était pas retenu, il n'y a pas de retenue particulière sur la création de ce personnage-là. Donc au final, ça a été effectivement plus l'inverse, il n'a pas en soi retenu ni tiré quelque chose des personnages, il a pu complètement donner ce que lui avait en lui pour la création de ces personnages-là. Et au final, ce que lui a apporté de mystère à Doctor Who, il aime à croire que toute la partie sombre qu'il peut y avoir dans l'écriture, sur le Steven Moffat, ou même sur les nouvelles saisons, tout ce mystère, ce côté beaucoup plus adulte et plus sombre, vient d'une certaine manière de cette nouvelle approche qu'ils ont eue, plus adulte et plus mystérieuse qu'il avait pu apporter sur cette saison-là, sur ce nouveau Docteur. Voilà. Gentlemen, thank you very much for being with us. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous.